Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blog Photographe. Je suis Maître Cédric et aujourd'hui on va voir comment réaliser une photo à haute vitesse sans déclencheur à haute vitesse. Alors oui, c'est possible à partir du moment où on prend en compte certaines conditions, des conditions de prise de vue, de matériel, de réglage, de mise au point et un petit peu les lois de la physique et aussi le shooting en lui-même. Alors la deuxième chose à prendre en compte, qui est peut-être même la première des choses à prendre en compte pour nous dans notre cas, c'est-à-dire pour faire de la photographie à haute vitesse à petit budget, j'ai envie de dire que il faut prendre en compte la technique de l'open flash. Alors si vous n'avez pas encore vu l'épisode que j'ai fait sur l'open flash, je vous invite à aller le voir, c'est juste ici. Regardez bien et il faut vraiment que vous puissiez comprendre parfaitement le principe pour après pouvoir travailler ce genre de photos. Alors il y a d'autres possibilités que de travailler avec l'open flash. On peut travailler, par exemple, vous avez peut-être dû voir déjà des youtubeurs qui travaillent en studio, donc ils ont une lumière d'ambiance générale qui est allumée, et à côté de ça ils utilisent des flashs de studio. Ils font le même genre de photos et c'est net, c'est parfait, il n'y a rien à redire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les flashs déjà qu'ils utilisent, c'est des flashs professionnels, des flashs de studio qui coûtent une fortune, mais surtout qui ont la capacité à décharger un maximum de lumière. Par contre, c'est une lumière qui part très rapidement. Donc c'est pas une lumière qui va rester longtemps dans la pièce. Et c'est ce que nous on n'a pas. Avec nos flash Yongnuo, on a une certaine quantité de lumière qui vient en fonction des réglages qu'on lui apporte. Par contre, cette lumière reste quand même un certain temps dans la pièce. Donc c'est pour ça que dans l'open flash, je parle de puissance. Vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont travailler donc à une sacrée puissance. Donc ils vont décharger beaucoup de lumière qui ne restera pas longtemps, donc ça va pouvoir figer quand même assez rapidement. Et ils ont aussi un boîtier qui est capable de monter en termes de vitesse. Donc ils vont shooter par exemple à 1/8 millième de seconde. Donc là, il n'y a aucun souci, ils ont une bonne synchro, c'est parfait, ça part bien. Tout est bon. Donc ils peuvent jouer avec l'ouverture, ils peuvent jouer avec les ISO en restant très bas aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire que nous on ne peut pas faire avec les moyens techniques qu'on a actuellement, donc à petit budget. Alors la deuxième solution, ça se fait aussi, c'est de travailler en lumière continue. Ça me fait d'ailleurs penser à un épisode récent de Jeff Photography qui s'est essayé à la photographie à haute vitesse en lumière continue justement. Donc l'idée qu'il avait était plutôt bonne, il est bien parti, le principe était bon. Le seul truc, c'est que les lumières continues qu'il utilise sont des lumières qui ne sont pas forcément adaptées. Elles n'ont pas la puissance nécessaire pour justement travailler après en haute vitesse. Et le boîtier aussi, notre boîtier réflexe doit avoir une certaine capacité à pouvoir, monter dans les vitesses, avoir une vitesse d'obturation relativement rapide. Certaines personnes qui travaillent en lumière continue, ils ont justement des lampes continues qui ont une sacrée patate et ils ont aussi un boîtier qui peut monter jusqu'à 1/8 millième de seconde sans aucun problème. Ils ont des optiques aussi qui sont très piquées, donc des super bonnes optiques qui ont une qualité juste top. Donc voilà, c'est plusieurs petites choses qui font que mis bout à bout, on arrive à faire quelque chose de propre. Mais avec du matériel d'entrée de gamme qu'on a tous, c'est un petit peu plus délicat. Donc la solution qui pour moi est la plus simple, avec les moyens qu'on dispose un petit peu tous, c'est de travailler en open flash. Voilà, là c'est facile, parce qu'on travaille avec du matériel assez accessible à tous. Moi-même à l'époque, ma toute première photo que j'avais faite, une photo que vous connaissez, qui est la photo du Jack Daniels, c'est une photo qui me plaisait beaucoup. J'avais travaillé dessus, je débutais, je savais absolument pas comment faire, je voulais juste faire des éclaboussures et choper ces gouttes qui volaient un petit peu partout. Donc personnellement la photo j'aime bien, même si maintenant il y a énormément de défauts, c'est vraiment la photo débutante. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'était ma première, donc je vais pas cracher dessus. Par contre, elle est absolument pas, on ne peut pas parler de photo à haute vitesse. Pourquoi? Parce que les gouttes ne sont absolument pas figées. Alors si on regarde ici, juste pour comparer un petit peu celle d'aujourd'hui et ma première photo de la Jack Daniels, si on regarde ici, les gouttes sont nettes, elles sont bien dessinées, elles sont figées, alors que de l'autre côté, c'est plutôt le bordel, il n'y a rien qui est net, c'est juste... c'est le bordel pas possible. Donc voilà, c'est là la différence d'éclaboussure et de haute vitesse. Alors je vais partir du principe que vous connaissez maintenant la technique de l'open flash, que vous avez bien vu cet épisode et que vous avez parfaitement compris la technique. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer simplement comment va se dérouler le shooting et après on va voir le reste. Alors comment on va faire?
La première chose, c'est que je vais appliquer mes réglages à mon boîtier, qu'on va voir tout de suite après. Et ensuite, on va se plonger dans le noir total. Je vais me mettre juste au-dessus avec un glaçon que je vais tenir simplement à la main. Je vais déclencher mon boîtier qui aura le retardateur. Au bout des 10 secondes du retardateur, j'aurai l'ouverture du premier rideau qui va s'ouvrir. Donc là, j'aurai un temps de pause, on va le régler sur 4 secondes. Et pendant ces 4 secondes où je vais être plongé dans le noir, si vous voulez, il n'y a rien qui vient s'imprimer sur le capteur parce qu'on est dans le noir. La seule chose qui va venir s'imprimer sur le capteur, c'est quand je vais lâcher le glaçon. Au même moment où ça rentre en collision avec le verre, je vais déclencher mon flash. Et donc là, le capteur, la seule chose qu'il va voir, c'est cette éclaboussure qui aura été figée, qui aura été exposée par la lumière. Donc c'est la seule chose qu'il aura vue. Et au bout des 4 secondes, boum, c'est dans la boîte. La lumière, on peut rallumer et notre photo, elle est bonne. Alors maintenant, on va voir la partie des réglages. Les réglages de notre boîtier et les réglages de notre flash. Alors pour le flash, c'est un flash Yongnuo classique. Je l'ai réglé à 1/32e de sa puissance. Vous savez maintenant pourquoi, vu que vous avez regardé l'épisode de l'Open Flash. Le flash, je pourrais le déclencher à la main en appuyant sur le bouton test, le bouton pilote. Le problème, c'est que le bouton, il est juste merdique. Il faut dire les choses comme elles sont, on appelle un chat un chat. C'est pas un bouton, c'est une diode, c'est un bouton LED. On presse dessus, ça fonctionne pas du premier coup, il faut vraiment l'enfoncer comme un cinglé, enfin bref. On ne peut pas être précis avec ce bouton là. Du coup, moi ce que je fais, j'utilise en plus des émetteurs récepteurs Cactus qui me permettent de déclencher justement mon flash à distance. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseille franchement de vous en acheter. Ça coûte rien du tout, je veux dire, je crois que j'avais payé une vingtaine d'euros à l'époque. Donc c'est les Cactus V5, ils fonctionnent très très bien, je les ai depuis pas mal de temps et j'ai rien à redire, ça fonctionne bien. Alors maintenant il y a les V6 aussi qui existent, je les connais pas, je peux pas en vanter les mérites, mais a priori ils sont pas mal non plus, donc voilà. Sinon il existe les VC, mais bon là c'est autre chose. Alors plus sérieusement maintenant pour parler des réglages. Les réglages qu'on va mettre sur notre boîtier, ça va être tout simple. Déjà on va passer au mode manuel, on va tout régler en manuel. Donc mode manuel, ok. Alors ensuite ce que je vais faire, je vais régler mes ISO. Donc là je vais passer sur 400 ISO. Alors je vous avoue que 400 ISO ça m'emmerde un peu. Pourquoi? Parce que j'aime travailler avec des ISO très bas. Mais là les moyens techniques font que je ne peux pas descendre en dessous. Je vais être sous-exposé, ça va pas être bon. Donc je vais être à 400 ISO. Ensuite je vais avoir un temps de pause de 4 secondes, ce que je vous disais. Donc pendant 4 secondes, c'est pendant cette fenêtre des 4 secondes où je vais pouvoir lâcher mon glaçon, faire déclencher mon flash pour que ça s'imprime et qu'on a la photo dans la boîte. Je vais me mettre sur le retardateur, 10 secondes pour pouvoir aller me préparer, me positionner et faire tout ce que j'ai à faire. Et après, en termes d'ouverture, je vais me mettre à F13. Alors pourquoi et comment j'ai décidé de me mettre à F13? Et bien là, c'est une autre histoire. En fait, il s'agit de la mise au point. Le problème de la mise au point, au tout début, quand j'ai commencé à faire ce genre de photos, il y a quelques temps maintenant, je faisais ma mise au point sur le bord du verre, ce qui n'est pas bon du tout. Ensuite, j'ai commencé à faire la mise au point sur le bord du liquide. C'est pas bon non plus. J'ai fait ma mise au point après au milieu du liquide. Pas bon non plus. Au fond du verre. Pas bon non plus. Sur les côtés. Pas bon non plus. Et du coup, on se dit merde, mais je la fais où ma mise au point? Et là, je me suis dit, il faut que je me fabrique un truc. Et là, j'ai fabriqué ce petit truc. On en a parlé il y a quelques jours sur le groupe Blog Photographe. Alors non, ce n'est pas un outil de torture. C'est pas un truc SM, c'est pas un truc de fakir. En fait, c'est quoi? C'est simplement, si vous voulez, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais régler ma mise au point. En fait, le clou du milieu, qui est juste ici, donc juste au centre, pour moi, c'était là où je faisais ma mise au point, c'est-à-dire au centre du verre. Par contre, ce qu'on sait, et ça c'est les lois de la physique, c'est que quand on lâche quelque chose dans le liquide, c'est pas au milieu qu'il va y avoir l'éclaboussure, c'est sur les côtés, parce que ça va rentrer, ça va écarter le tout, donc ça va faire une éclaboussure sur le côté. Donc du coup, au milieu, c'est pas bon de faire une mise au point ici, dans la mesure où l'éclaboussure, elle va plutôt être sur les côtés, mais on ne sait pas encore où ça va venir. Donc finalement, il va falloir faire une mise au point sur un endroit où on ne sait pas encore où exactement ça va être fait. Donc du coup, je me suis fabriqué ce petit plateau. Pourquoi? Parce que à force de louper mes photos, je me suis rendu compte que ça éclaboussait toujours du même côté, enfin sur les côtés en fin de compte, et jamais devant, jamais derrière. Et ça, c'est les lois de la physique. Vous prenez un glaçon qui a une forme rectangulaire comme ça ici. Si je la lâche comme ça devant vous, l'éclaboussure va venir devant et derrière. C'est logique. Si ma forme rectangulaire, mon glaçon, il est comme ça va venir éclabousser de ces côtés-là.
c'est logique aussi. Moi, mon glaçon, quand je le tiens, généralement, justement, bah, quand il tombe et l'éclaboussure se fait sur ce côté-là. Voilà, voilà le pourquoi du comment. Il faut juste le prendre en compte et se dire qu'ok, l'éclaboussure va venir ici. Et à force de regarder la taille de où elle est éclaboussée, tout ça, eh ben, je l'ai symbolisé par ces clous. Parce que ça ne va pas aller jusqu'ici, ça ne va pas aller jusqu'ici, ça reste vraiment juste autour. Donc c'est peut-être ici, c'est peut-être ici, c'est peut-être là. Voilà, donc ça reste à peu près, c'est à peu près la taille, le diamètre que va représenter mon éclaboussure. Donc c'est pour ça que je me suis fabriqué ce petit truc tout pourri. Et au début, ce que j'ai fait, bah, c'est que je posais en plein milieu. Donc mon clou central, je regardais si j'étais bien aligné avec le pied. Donc là, face avant, je suis bien aligné. Si je me mets sur le côté, là, je vois que je suis derrière. Donc je l'avance un peu. Là, je suis aligné ici. Et là, je suis aligné ici. Donc là, mon clou, il est au milieu. Donc là, on est bon. Au début, ce que je faisais, je me disais, bah, vu qu'il va me manquer sérieusement de lumière, et que je suis avec mon optique qui est ici le 1.8, de chez le 50 mm 1.8, bah, je vais mettre 1.8. Comme ça, j'aurai pas mal de lumière. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal de lumière, oui. Par contre, tout est flou. Et c'est normal, à 1.8, on a plus de flou que de net. Donc je me suis dit, je vais prendre le problème dans le sens inverse et je vais passer à f22. Et là, je vous le donne dans le mille. Et ben j'étais dans le noir, on voyait plus rien. C'est normal, j'ai fermé, il n'y avait plus de lumière, donc c'était mort. Donc je me suis dit, je vais passer au milieu, intermédiaire, tac, f10. Sans savoir le pourquoi du comment, je me suis mis à f10. C'était pas bon. Et je me suis dit, je vais passer à f8 parce que c'est là où je vais avoir le meilleur en termes de qualité, en termes de piqué sur cette optique-là. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'autres objectifs. Mais là, ça c'est un autre sujet. Mais là, voilà, à f8, c'est ce que j'ai en termes de qualité, c'est ce qu'il y a de mieux. Je regardais, et sur les côtés, c'était toujours pas net. Donc je me suis posé de sérieuses questions, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Et même en puissance, avec une grosse puissance, donc je prenais par exemple des flashs, les Electrum, j'ai essayé récemment, j'ai beaucoup de lumière qui vient. Donc à f22, on se dit c'est bon, je vais avoir tout net, j'ai de la bonne lumière, c'est parfait. Mais en fait non, même à f22, tout n'est pas net. Et bizarrement, pour l'instant je ne peux pas encore l'expliquer, mais à f13, entre f13 et f16, dans cette condition-là, c'est parfait. Enfin c'est parfait. J'ai plus ou moins l'ensemble qui est net. Une grosse partie en tout cas. Donc voilà, pourquoi le f13. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai mon objet qui est ici, mon objet de torture SM Mix Fakir, ben, je vais faire ma mise au point sur le clou central, même si j'avais dit qu'il ne faut pas le faire. Je fais ma mise au point dessus. Donc je vais venir, tac, dessus, tac, ok, je suis bon. Donc mon clou, il est là, en plein milieu, on est d'accord? Je fais ma mise au point dessus. Voilà. C'est quasiment bon. Je regarde sur les côtés. Derrière, là, on voit le clou du fond, là, le petit. Je sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais il est flou. Mais à la limite, je m'en fous, c'est derrière, ça va éclabousser sur les côtés. Ce côté-là, il est presque bon. Et ce clou-là, qui est vraiment sur les côtés, il est quasiment bon aussi. Et donc, du coup, pour moi, c'est parfait. Donc, maintenant que j'ai fait ma mise au point, je peux enlever mon gadget de torture et je vais venir prendre des glaçons. Alors en termes de glaçons, il existe plusieurs types de glaçons. Vous pouvez prendre un vrai glaçon, mais le problème c'est que vu qu'on va faire plusieurs prises, votre glaçon il va fondre. Donc vous pouvez prendre des imitations, il y en a en verre. Le problème c'est que ceux en verre sont très lourds et ce genre de verre vous allez l'exploser. Donc ce gros glaçon en verre là-dedans ça va vous péter le verre. Moi ce que j'utilise c'est ce genre de petit truc, c'est tout pourri. C'est des faux diamants, des corps de table que vous avez trouvé genre à la foire fouille, Ikea, enfin bref. Ça coûte pas cher, c'est léger, c'est pratique pour tester, pour commencer, on peut le faire. Après, avec l'expérience, bah, prenez un vrai glaçon et là vous allez maîtriser, vous n'aurez pas besoin de le faire 300 fois. Donc votre glaçon n'aura pas eu le temps de fondre. Donc là, c'est plutôt pas mal. Là, moi, j'ai commandé des glaçons en silicone, mais c'est des glaçons professionnels qui sont super chers. Mais on dirait vraiment un vrai glaçon. On voit que c'est pas, enfin, on ne penserait pas que c'est du faux. Donc voilà. Et ceux-là, au moins, en silicone, mais ils me défoncent rien du tout. Voilà. Donc, mais ça, c'était la petite parenthèse. Donc, je vais utiliser ce truc-là. Et là, ben, on va commencer le shooting directement. Je vais allumer mon flash. Ok, il est à 1/32e de sa puissance. Ici, je vais passer sur un temps de pause de 4 secondes. Je vais allumer ma lampe derrière. Voilà. Et je vais couper la lumière de mon studio. Voilà,
Donc là maintenant, on est juste entre vous et moi, on est un petit peu en intimité. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher. Donc je vais appuyer, je vais avoir un temps de 10 secondes, retardateur. Au bout de ces 10 secondes, ça va s'ouvrir pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est pendant ces 4 secondes-là que je vais lâcher mon glaçon. Donc je serai dans le noir. Je vais lâcher mon glaçon. Il va rentrer en collision dans le verre. Et en même temps, je vais venir déclencher mon flash en appuyant simplement au bon moment. Là, ça ne l'a pas fait. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Voilà. On est d'accord? Allez. On fait le premier test. Alors, petite précision encore, il y a une chose qui est super importante à faire juste avant de commencer notre shooting, c'est de faire un shoot à blanc. Pourquoi? C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le retardateur, on va se mettre dans le noir, comme si on allait faire notre shooting, sauf qu'on ne va pas lâcher le glaçon. Pourquoi? Pour avoir la scène de base, c'est-à-dire une exposition correcte, mais surtout avoir notre plan de travail propre, sans aucune éclaboussure. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire plusieurs tests, donc on va finalement, notre plateau, il va être trempé, et ça va être un peu la merde. Ça va pas être esthétique. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une à blanc pour avoir un plateau propre. On va faire après plusieurs shoots, jusqu'à ce qu'on a vraiment la photo qui nous plaît le mieux. Et une fois que cette photo, on l'a, elle sera pleine d'éclaboussures sur la table, mais c'est pas grave, parce qu'on va reprendre la première qu'on va mettre par-dessus, et on va juste venir remplacer le fond, c'est-à-dire la table. Voilà. Donc là, je fais ma première photo à blanc. Je déclenche, je coupe juste la lumière, juste pour faire la photo. Voilà, 4 secondes, je déclenche mon flash. Voilà. C'est parfait, donc là j'ai un beau plan de travail qui est propre, il n'y a pas de goutte, il n'y a rien, c'est nickel. On peut y aller maintenant. C'est parti. Je coupe, je me mets au-dessus. Je prends la hauteur que j'ai besoin. J'ai mes 4 secondes, je lâche. Je déclenche au même moment. Et là, on a déjà quelque chose de bien en une seule prise. Donc, au petit bonheur la chance. Après, c'est vrai que j'ai quand même pas mal fait ce genre de truc. Donc maintenant, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Au début, ce que je faisais, je lâchais mon glaçon trop tôt. Parce que je me disais, il faut absolument que j'arrive à le choper. Donc j'étais super pressé, j'étais allez, allez, allez. Et en fait, non. Il faut laisser le temps, il faut se dire qu'en fin de compte, on va plus le jouer à l'œil parce qu'on ne voit rien, on est dans le noir. Mais on va le jouer à l'ouïe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entend le glaçon rentrer en collision, c'est à ce moment-là qu'il faut déclencher, pas avant. Parce qu'avant, le glaçon n'est pas rentré en contact. Et pas après non plus, parce qu'il sera rentré en contact, il y aura déjà eu l'éclaboussure, c'est trop tard. Donc il faut y aller juste au bon moment. Et le bon moment, c'est vraiment au moment où on entend le bing, la collision du glaçon. C'est à ce moment-là où on appuie, on presse sur le bouton. Voilà. Donc moi, en général, je suis pré-appuyé. Il me reste juste à enfoncer et c'est réglé. Donc au moment où j'entends bim, je déclenche et c'est réglé. Et du coup, ça fait tout de suite la bonne prise. Et voilà, donc là vous l'avez vu même au mode ralenti, voilà, c'est juste pour le fun, ça vous fait un petit peu voir ce qui se passe concrètement, voilà, tout simplement. On va en refaire une juste pour le fun, une petite dernière. Allez, c'est parti, je me mets au-dessus, je lâche et je déclenche. Et ben voilà, donc j'ai fait maintenant ma 4e photo et vous avez pu voir que il n'y a rien de très compliqué, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Maintenant avec l'expérience, j'y arrive à chaque fois du premier coup, donc c'est cool, mais ça m'arrive aussi de temps à autre de les foirer. Donc concrètement, on peut faire de la photo à haute vitesse en prenant comme dit toutes les conditions qu'on a expliquées juste avant, et donc ça fonctionne. Après, la seule différence qu'on va avoir, enfin la seule, c'est des grosses différences quand on utilise un déclencheur. C'est d'une qu'on va être beaucoup plus précis, on n'aura pas besoin de faire 150 000 prises, mais surtout on va pouvoir faire progresser notre photo dans le temps, dans le mouvement. C'est-à-dire, je vais dire, ok, cette éclaboussure je l'aime bien, mais un petit peu moins, est-ce que c'est possible? Bah oui, je vais retarder mon flash ou accélérer mon flash. Je vous avais déjà fait un épisode sur la progression du temps avec l'explosion du verre. Donc voilà, c'est exactement l'idée du déclencheur, ça va être ça. Ça va vraiment être un outil qui va nous permettre de jouer sur la composition, sur le temps finalement de l'action. On va se dire ok, je peux accélérer, je peux ralentir, voilà. Mais concrètement, pour ce genre de photo, on peut le faire comme ça.
Voilà. Bah, comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Mais expliquez-moi pourquoi. Et aussi, surtout, venez rejoindre le groupe de Blog Photographe. On s'amuse bien, on rigole bien, on fait les cons. C'est comme ça. Et ça sera comme ça tout le temps. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Non, la sortie c'est là-bas.